Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Anne-Catherine Husson-Traoré, la directrice générale de Novetic. Bonjour. Bonjour David. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Novetic, ce qui n'est pas mon cas, comment on vous décrit aujourd'hui? C'est un média et un centre de recherche dédié à l'économie responsable, à la finance durable, c'est-à-dire à tous ces éléments d'intégration environnementale et sociale dans l'économie et la finance. Voilà, tout ça étant une filiale de la Caisse des dépôts. Exactement. Tiens, j'ai reçu quelques mots de le président, dont le nom m'échappe pardon l'instant. Éric Lombard. Éric Lombard, exactement. On va le recevoir de nouveau. Plein d'actu, plein de choses à voir avec vous. Notamment, je regardais le patron de Total, Patrick Pouyanné, qui disait lors du forum Odo BHF augmenter ses investissements dans le renouvelable. Il dit que c'est plus 3 milliards en 2021, on est en dollars, mais 3,5 milliards de dollars sur 2022. On ne peut qu'applaudir, ou vous faites partie de ceux qui disent ça ne va pas assez vite? Alors, c'est surtout, il y a un discours qui devient un peu confus à comprendre pour les uns ou les autres. On a clairement une stratégie de Total et de son PDG qui est de dire on est maintenant, et c'est pour ça qu'il s'appelle Total Énergie ES, un acteur multi-énergétique. Ouais. Et évidemment, on a une part de renouvelables qu'on ne cesse d'augmenter. Ouais. Et de facto, c'est une réalité, ça, on va pas dire le contraire. Quand Total présente cette stratégie, il explique, il fait référence à un rapport de l'AIE, de l'Agence internationale de l'énergie de mai 2021, qui dit pour atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, et surtout pour garder le réchauffement climatique à 1,5 degré, qui est la condition sine qua non de pouvoir maintenir les îles et un certain nombre de pays vulnérables, à ce moment-là, il faut atteindre 36% à l'échelle du monde de renouvelables. Ouais. Donc c'est déjà qui est important, ce à quoi ne fait pas référence Total, puisqu'il donne des chiffres dans l'absolu. Il dit on va atteindre 100 gigawatts en 2030. 100 gigawatts, est-ce que c'est 36% de son activité? Non. C'est beaucoup moins? C'est moins. Et en l'occurrence, combien? Alors, on pense qu'on est autour de 20%. Le vrai sujet en fait, climatique de Total, qui n'est évidemment pas abordé quand Patrick Pouyanné souligne ce qu'il met sur les renouvelables, c'est la part de fossiles. La part des énergies fossiles, pétrole et gaz, sur lesquelles il reste une activité très forte du groupe. On est autour de plus de 2/3, et donc on n'est pas du tout au chiffre de l'AIE. Et d'autant plus qu'en fait, ce que dit l'AIE en mai 2021, c'est que si on veut garder la température de réchauffement à 1,5 degré et être neutre en carbone, à ce moment-là, il faut stopper tous les projets fossiles dans le monde. Stopper. Et donc, là où il y a un paradoxe dans l'annonce de Total, c'est que d'un côté, il se revendique d'un rapport qui donne des objectifs en expliquant le mode d'emploi. Il dit d'accord, on lui a posé la question d'ailleurs quand on l'a vu au MEDEF, c'était l'été dernier, il est d'accord sur le point d'arrivée en 2050, sur le fait qu'il faut produire beaucoup moins, encore une fois, de barils de pétrole. Par contre, le chemin pour y parvenir, il dit, on n'est pas d'accord avec l'AIE sur le chemin pour y arriver. Ah oui, enfin, dans son cas, c'est normal, puisque quelque part, l'AIE lui dit, il faut que vous revoyiez complètement votre métier et voir que vous démanteliez ou que vous détruisiez un certain nombre de projets. Là où il y a un vrai sujet dans le cas de Total sur la crédibilité de sa capacité à tenir cet objectif, c'est qu'il est aujourd'hui investi dans des projets fossiles extrêmement sensibles d'un point de vue climatique. D'une part, un projet gazier dans l'Arctique qui n'a pas obtenu le soutien des banques françaises ni de la France pour des raisons climatiques, mais dans lequel ils ont quand même trouvé les financements, c'est à peu près 10 milliards d'euros. Et puis, autre exemple, en Ouganda, pour un même montant, il y a un projet qui pose d'énormes problèmes sur la biodiversité d'exploitation pétrolière, dans ce cas précis, qui est extrêmement controversé. Et c'est des projets qui sont en train d'être lancés. Donc, c'est vrai il y a un double discours, vous écoutez? D'un côté, il y a une vraie accélération on ne peut pas à la fois se revendiquer d'un objectif et être crédible sur sa capacité à l'atteindre, si par ailleurs, et ça, vous avez beaucoup de travaux qui sont disponibles en ligne, qui montrent qu'effectivement, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement l'engagement public à dire on va faire la neutralité carbone en 2050, c'est la façon dont l'entreprise fait son mix énergétique pour atteindre cet objectif. Ouais. Et là, il y a un vrai sujet et interrogation sur lui, il dit, notre président, il dit je ne cherche pas à produire plus de barils, j'investis chaque année pour conserver le même niveau de production parce qu'année après année, les champs produisent moins. Je vous renvoie juste à l'accord de Paris, c'est-à-dire que si on est sérieux sur l'objectif climatique, il faut drastiquement réduire l'exploitation fossile dans le monde et pas que Total et les quitte à se tirer une balle dans le pied, parce que pour le coup, ça revient pour cette boîte-là. Le problème, c'est que c'est toujours ça. Ça s'appelle une analyse bénéfice-risque, quand on est très familier avec le vaccin. C'est-à-dire que l'analyse bénéfice-risque, c'est soit on se dit, oui, mais l'économie, ça marche à base de pétrole, donc il faut qu'on continue à faire tourner l'économie. Il le dit, aujourd'hui, si on produit moins de pétrole, il y a toujours cette demande pour le pétrole qui est là. Après, on va avoir un risque matériel très concret, qui est que le changement climatique a des impacts économiques colossaux, puisque cataclysmiques,
cataclysmes à répétition. Donc, vous ne pouvez plus opérer dans un monde cataclysmique, déjà. Vous ne pouvez plus vous assurer, vous ne pouvez plus vous financer. Donc, c'est vraiment la logique, et surtout qu'on parle d'infrastructures qui sont exploitées sur des horizons 10, 20, 30 ou 40 ans. Donc, on a un problème aujourd'hui, qu'incarne très bien Total d'ailleurs, de dichotomie totale entre l'engagement. Et quand on est sérieux sur cet engagement, c'est effectivement une remise en cause de son modèle. Alors vous allez me dire, mais les acteurs économiques ne sont pas programmés pour remettre en cause leur modèle. Et les acteurs financiers non plus. C'est pas faux. Donc c'est vrai qu'on est dans un moment... Parce que s'ils produisent moins de pétrole automatiquement, alors qu'il y a une demande de la part, encore une fois, de l'industrie, des particuliers, derrière, c'est d'autres pétroliers qui vont prendre les parts de marché. Sinon, c'est les Chinois. Ouais. Mais on peut appliquer cette théorie à beaucoup de choses. Et effectivement, sinon, c'est souvent les Chinois. Et d'ailleurs, les financements que Total a trouvés pour l'Arctique, en Sibérie, qui est une région qui se réchauffe encore plus vite que le reste de la planète, sont des financements non européens, non occidentaux. Donc, de temps en temps, ça nous arrange de travailler avec eux, puis de temps en temps... Ouais. Donc, oui, mais c'est parce qu'on est arrivé à un moment d'urgence climatique, environnementale et autres, où effectivement, et c'est pour ça que ça castagne quand même sérieusement, il y a une remise en cause d'un modèle économique dominant qui est en train de nous amener dans le mur, gentiment mais sûrement. Ouais. Donc, mais il faut travailler sur la demande, là où je veux en venir, c'est qu'il faut travailler sur la demande de pétrole. Mais ça, on était clair en 2015. De produire moins de pétrole, c'est une chose, mais ça va faire monter les prix, puisque la demande est toujours là. Alors, donc pour ceux qui en consomment, ils vont le payer plus cher. On peut résumer ça par un slogan qui est, en fait, en ce moment, on est dans la transition énergétique. Et d'ailleurs, Total revendique tout à fait le fait d'être un acteur de cette transition, ce qui est vrai. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on soit déjà dans la transformation. C'est-à-dire que la transition, c'est passer d'un quelque chose qui ne va pas très bien et on essaie de corriger un certain nombre d'éléments pour que ça soit un peu moins mal. Ça serait bien si on avait le temps. Le problème, c'est que là, on est arrivé à un niveau d'urgence climatique où faire les cataclysmes qui se sont multipliés dans le monde partout en 2021 et qui ont déjà commencé en 2022, on est déjà dans l'urgence climatique. Certains scientifiques disent que le 1,5 devient totalement théorique. Si on arrive à garder le réchauffement climatique à 2 degrés à la fin du siècle, ça sera un miracle. Donc du coup, on est dans une phase où effectivement, il faut pousser le curseur beaucoup plus. Et c'est toute l'ambiguïté dans laquelle on est, puisque par ailleurs, personne n'a arrêté de compter de la même façon qu'avant, avoir des analyses de risque, etc. Et en plus, à court terme, l'énergie est en train de flamber partout. Donc aujourd'hui, on en est quand même arrivé à ce que des entreprises arrêtent leur production parce qu'elle devient plus rentable à cause du prix de l'énergie. Donc on n'a pas adressé ce problème-là du prix de l'énergie, qui est un énorme sujet. On n'a pas adressé la question de la sobriété, qui est absolument clé pour qu'on puisse effectivement espérer avoir un monde habitable dans des horizons 10, 20 ou 30 ans. Et c'est ça le débat qui devrait avoir lieu maintenant. Pour l'instant, il n'a pas encore commencé. Bon, et on voit aussi Patrick Pouyanné, d'ailleurs, dans la foulée, qui a écarté hier, pas avant-hier, c'était avant-hier, oui, cette possibilité d'introduire en bourse séparément son activité renouvelable. On a vu le pétrolier Eni, qui lui, pour le coup, italien, va faire coter à Milan sa filiale green d'énergie verte. Pourquoi ce choix, ce refus de scinder en deux ces activités chez Total? C'est intéressant parce qu'en fait, tout ce que je viens de dire, les marchés l'ont quand même en grande partie intégré. Et donc, du point de vue marché financier, aujourd'hui, l'idée que l'activité fossile est une activité prospère dans laquelle il faut investir est plus en plus mise en cause. On voit dans les grands indices, alors c'est particulièrement vrai aux États-Unis, mais les grands indices boursiers, la part de l'énergie aujourd'hui, c'est 3%. C'était quand même les leaders de la cote il y a 10 ans. Donc du coup, cette logique-là fait que eux parient et ils sont persuadés que le seul métier viable d'un point de vue financier, c'est l'activité verte. Donc il y a une pression très forte des acteurs divers et variés financiers pour obliger les acteurs à se scinder, avec d'un côté, en quelque sorte, les futurs junk bonds qui sont les activités fossiles, et de l'autre, les activités renouvelables qui sont, elles, d'un point de vue financier et d'un point de vue marché, tout à fait prospères. Et donc c'est ça qui est intéressant, parce que finalement... Alors pourquoi le président de Total Énergie refuse encore une fois parce que c'est leur modèle lui-même qui va être... Parce que c'est devenir un junk bond, en termes économiques et financiers... Si jamais il y avait scission... Voilà, très clairement, ce qui fait le cœur de son activité aujourd'hui et qui a besoin de financement, parce que oui, ça rapporte d'exploiter du pétrole, mais ça coûte de plus en plus cher, puisque les réserves actuelles de pétrole et de gaz, elles sont que dans des zones sensibles, elles sont offshore, donc ça coûte très très cher. C'est pas l'époque du Far West où on faisait un coup de pic et boum, on avait un geyser de pétrole. C'est longtemps ça. Oui, nous étions pas nés ni l'un ni l'autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça coûtait pas très cher d'exploiter du pétrole. Aujourd'hui, ça coûte très cher. Donc ils ont des besoins Total d'investissement. se fait fort aussi d'aller dans les régions du monde où justement, notamment au Moyen-Orient, où le coût d'extraction est le plus faible. Oui et non. Mais regardez Kashagan. Kashagan, c'est un projet. Alors c'est au Kazakhstan, c'est un projet absolument ahurissant parce qu'en fait les températures varient entre -30 et +30.
Et donc, il y a toutes les majors, dont Total, qui sont allés explorer ce qui était au départ censé être une ressource extraordinaire. Ils ont mis des dizaines de milliards de dollars sur quelque chose qui s'est révélé inexploitable, parce qu'après multiples péripéties que je vous passe, quand ils ont fini par faire sortir le pétrole, il était tellement soufré qu'il fait exploser les canalisations. Donc, on est sur un projet qui, en ratio, ce que ça a coûté versus ce que ça rapporte, n'a toujours pas commencé à devenir vaguement rentable. Et ce projet de Kashagan, c'est la synthèse de ce qu'on appelle les risques ESG pour le secteur pétrolier. Alors pourquoi Eni, dans ces cas-là, fait coter sa filiale? Parce qu'il pense, et il dit très clairement, hein, le dirigeant d'Eni, il dit qu'effectivement, on est dans une transformation énergétique où si on est sérieux sur les objectifs climatiques, il faut complètement changer le business model des acteurs oil and gas, et donc il commence par lui. Du coup, mais c'est vrai que c'est deux discours très différents. Après, alors, vaste question, hein, vous imaginez bien que j'ai tendance à considérer que c'est la logique d'Eni qui paraît plus adaptée d'un point de vue climatique, parce qu'elle répond en fait à des impératifs économiques et financiers, et une pression qui exerce, qui est de dire oui, j'acte le fait que le modèle des énergies fossiles est probablement à commencer son déclin, et que donc je vais jusqu'au bout de la logique. Et Total n'est pas du tout sur cette ligne-là. Ça, on verra d'ici 5-10 ans qui avait raison. Le monde d'après sera sans carbone, mais pas sans métaux. C'est ce qu'a déclaré Philippe Varin, qui a remis donc, lundi au gouvernement son rapport sur la sécurisation, c'est hyper intéressant, de nos approvisionnements en métaux stratégiques, en métaux critiques, le cuivre, le lithium, les terres rares, dont on a besoin évidemment pour réaliser la transformation énergétique et écologique, avec des besoins qui sont colossaux, parce que d'ici 2030, tous les besoins sur ces matières premières critiques et énergétiques vont être multipliés par 2, par 3, par 4. Alors là, on est bien. Là où les Chinois, parce qu'on parle des Chinois, là où ils ont beaucoup d'avance, les Chinois sur nous. Ils ont plus que beaucoup d'avance, et on est totalement dépendant d'eux, hein, pour être clair. Et donc ça, c'est un sujet. Donc on passe d'une dépendance à l'autre, parce que absolument. quelque part on était dépendant aux hydrocarbures et donc au Moyen-Orient, maintenant on va être dépendant de la Chine. Si on revient à mon schéma transition versus transformation, c'est vrai que pour l'instant, la transition énergétique suppose de passer d'un problème à l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, on abandonne le fossile comme source d'électricité pour aller vers d'autres sources, et puis surtout par tout un système d'alimentation qui repose complètement. Les voitures électriques ont besoin d'énormément de minerais, mais toutes les solutions cuivre, lithium, cobalt. Plus vous êtes sur des solutions techniques, ce qui est a priori le choix de la France à l'heure actuelle, plus vous êtes dépendant de minerais que par ailleurs vous ne produisez pas du tout. Donc le rapport Varin étudie notre dépendance, j'allais dire. Franchement, c'est objectif. Et elle ne va que s'accroître. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On est sur 100% parce que quand on regarde, non, si, pas le nickel. Le nickel est le seul à cause de la Nouvelle-Calédonie. Oui, la et des France ramettes. a la Nouvelle-Calédonie sur le nickel, donc c'est à peu près le seul minerai. Tous les autres, elles dépendent de choses qui sont à peu près très différentes. Et ce qui est bizarre dans ce rapport, c'est qu'ils mélangent tout. Les terres rares, par exemple, c'est que la Chine. Et clairement, ils ont organisé la dépendance du monde à leur égard. Ils produisent ça. Parce qu'il faut quand même avoir en tête que tous ces minerais posent des problèmes environnementaux dans leur extraction et dans leur exploitation. Donc on a déjà ce problème. Les ressources ne sont pas inépuisables, et c'est une compétition mondiale, puisque on est sur un monde occidental qui veut des solutions de grid, de tech, de smart, de ce que vous voulez. Et donc, du coup, ils ont besoin de tous ces métaux. Donc, il y a une énorme concurrence. Et en même temps, ils ne sont pas du tout ni au même endroit du monde, ni avec les mêmes problématiques. Si on prend le cobalt, on est plutôt sur le Congo, qui cumule à la fois les problèmes environnementaux et les problèmes sociaux, avec l'exploitation des enfants, etc. Si on est sur le cuivre, on est sur le Chili, qui a changé de régime pour plein de raisons, mais qui a surtout une sécheresse, comme toute l'Amérique du Sud, absolument délirante depuis des mois, et qui a pris des mesures, puisque sinon il n'y a plus d'eau pour les habitants, qui a pris des mesures pour arrêter l'extraction du cuivre, parce que sinon les habitants n'avaient plus de cuivre. Donc là, c'est quand même 25% de la production mondiale, c'est le premier producteur. On en parle assez, parce qu'effectivement on voit les solutions, on voit les éoliennes, on voit les voitures électriques, mais en amont, est-ce qu'on n'est pas en train de faire de gros dégâts aussi sur la planète ? C'est toute la difficulté d'avoir des raisonnements, on va dire, par segment. C'est-à-dire qu'on se dit, j'ai un problème avec mes voitures qui polluent l'air dans les villes, donc je vais prendre des voitures électriques qui ne polluent pas l'air des villes, c'est vrai, mais quand on regarde ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, oui, c'est ça ma question. C'est pas mieux. Non. Sur l'ensemble de Et prenons le dernier point très important. Non, mais on est perdant, écologiquement, on est perdant. Oui, à l'échelle de la planète, mais parce que tout ça doit se raisonner sûrement pas à l'échelle de la France, au minimum à l'échelle de l'Europe, et éventuellement surtout à l'échelle mondiale. Si on prend une autre matière, l'uranium, qui est très intéressante pour le nucléaire que la France pousse à nouveau, l'uranium, qui c'est le premier producteur ? Le Kazakhstan. Le Kazakhstan, il y a eu des émeutes sanglantes il y a quelques jours, et donc là, on voit bien qu'on est aussi sur des pays qui ont des solidités très relatives. Donc on a à peu près que des problèmes géostratégiques, que des problèmes environnementaux, et effectivement, si on est aligné
sur une logique de il faut trouver les techniques qui nous permettent de sortir de là, parce que les problèmes aujourd'hui sont admis et reconnus. Hein. Donc il faut se dire qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie. Et c'est vrai que là-dessus, notre dépendance, elle est là. Le rapport à une limite, c'est déjà, il mélange des choses qui sont quand même très différentes, des régions et des enjeux qui sont très différents. Et du coup, on ne voit pas très bien ce qu'il propose vraiment. C'était ma question. Après, il alerte sur cette... Alors, c'est déjà pas mal parce que c'est vrai que dans le débat public, il y a assez peu. Hein. Il y a un journaliste qui s'appelle Guillaume Pitron qui a fait un livre qui a très bien marché là-dessus. Il est venu nous voir, Guillaume Pitron. Mais effectivement, à part lui, ça reste assez calme sur cette idée que la transition énergétique par des nouvelles solutions qui font appel à des minerais, dans tous les cas dont on a besoin, qui ont des ressources limitées, et qu'on n'est pas très capable de produire et d'extraire, est un sujet énorme, sur lesquels les 500 millions d'euros de France 2030 suffiront très clairement pas. Un petit mot sinon avant de se quitter sur les émissions de green bonds. Alors, je ne suis pas un expert, mais je vois le chiffre, on pourrait atteindre 1000 milliards de dollars, encore une fois, dans le monde, en hausse de 50%. Et là, on se dit là encore, je veux voir le verre de moitié plein en ce début d'année, c'est quand même positif pour que les entreprises lèvent des fonds pour chercher à accélérer leur transition énergétique. Voir l'investissement privé durable en plein boom, on ne peut que s'en réjouir, même s'il doit y avoir des brebis galeuses et des... Alors, évidemment, c'est surtout qu'aujourd'hui, on est en plein Far West. Donc, tout est plus vert que vert. C'est-à-dire que par rapport à il y a 10 ans, les pionniers, quand ils sortaient un Green Bonds, même par exemple EDF ou Engie ont été les premières entreprises françaises à sortir des Green Bonds, ils fléchaient très clairement leurs activités renouvelables, ils excluaient le nucléaire, etc. Donc, on avait ce type de Green Bonds sur le marché. Petit à petit, tout le monde avait voulu être plus vert que vert, et du coup, maintenant, on a tout type de Green Bonds, et du coup, il y a beaucoup de controverses. C'est une des raisons pour lesquelles l'Europe a décidé de créer une taxonomie, c'est-à-dire un référentiel d'activités vertes éligibles aux Green Bonds qui crédibilise la stratégie environnementale. Parce que le risque, c'est le risque du passager clandestin, c'est celui qui dit ils ne sont pas très clandestins. Non, mais que je lève des fonds pour développer une activité green ou me transformer, et au final, cet argent sert pour partie à autre chose. Par exemple, et surtout parce que les investisseurs sont extrêmement demandeurs de Green Bonds, c'est pour ça qu'il y en a autant. Et pourquoi ? Parce qu'eux, ils doivent rendre compte sur le verdissement de leurs actifs. Donc, acheter des Green Bonds, ça permet de dire j'ai mis, 10 milliards, ou moins évidemment, mais 1 ou 2 milliards. Catherine, on se lâche là. Il y en a qui font ça en fait. J'ai mis quelques milliards sur des Green Bonds, donc je fais des financements verts. Donc c'est très important d'être capable de démontrer que c'est vraiment du financement vert. Par exemple, un des derniers investissements controversés, c'est l'aéroport de Hong Kong, qui a levé en partie des Green Bonds, c'est une émission de 4 milliards dont une partie est en Green Bonds, pour étendre son aéroport. Donc là, il y a tout de suite une controverse pour deux raisons. Un, étendre un aéroport d'un point de vue climatique, c'est pas optimum, c'est avoir une troisième piste. Plus d'avions égale plus de CO2. Voilà. Et puis deuxièmement, il est vraiment au bord de l'océan, comme souvent au Japon, enfin, pardon, n'importe quoi. Souvent à Hong Kong, pardon, et donc à proximité de la Chine. Et en fait, il y a une espèce très rare qui s'appelle le dauphin rose ou blanc de Chine. Et cette espèce très rare est menacée par cette extension. Et quand je dis très rare, c'est qu'elle est classée dans les espèces les plus menacées au premier rang. Donc là, il y a un vrai paradoxe à vouloir émettre une green bonds pour faire quelque chose qui fait des dommages environnementaux. Donc on est en plein greenwashing, mais est-ce que là, pour le coup, c'est pas... Encore une fois, c'est pas un ou deux comme ça de brebis égarés. Globalement, quand un émetteur émet un green bond, c'est globalement un vrai green bond. Alors, toute la crédibilité du green bond repose sur le fait de faire évaluer par un tiers externe et indépendant la qualité environnementale de son produit. Et les green bonds de qualité le sont comme ça, c'est-à-dire c'est pas l'entreprise qui autodéclare ou les banques, mais il y a vraiment des certificateurs de ce type d'émission. Qui, par exemple, qui fait ça ? Il y a Cicero, en France, il y a les acteurs de la notation environnementale, sociale et de gouvernance font ce genre de choses. Et très important, si la taxonomie européenne est crédible sur le plan environnemental, c'est elle qui servira de certification. Et donc on évitera le greenwashing. C'est ça. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Merci beaucoup. David. Salut.